Un dimanche, en fin d'après-midi, une famille se promène le long de la rivière qui borde sa propriété. Sur la berge, ils découvrent une poubelle dégageant une odeur insoutenable. Quel était leur lien? Comment ces trois endroits pouvaient-ils être concernés par la même enquête? Les lieux semblent inoccupés et nous sommes dans l'obligation de forcer l'entrée. Elle m'a dit que si l'un de ses enfants disparaissait, elle serait bouleversée. C'était une grave erreur. On a pensé qu'il s'était passé quelque chose de louche dans cette maison. N'importe qui serait horrifié qu'un de ces objets ait servi dans un meurtre. Je savais que ce n'était qu'un ramassis de mensonges. Tout était faux. Je suis allée me coucher, mais j'ai pas dormi. Je n'ai plus jamais vraiment dormi depuis. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Dans la plupart des affaires criminelles, la victime connaît son meurtrier. C'est pourquoi la préoccupation première des enquêteurs consiste à vérifier les alibis de la famille et de l'entourage. Par contre, lorsqu'une poubelle scellée, contenant un cadavre sans tête ni main, est retrouvée échouée sur les berges d'une rivière, après avoir dérivé au fil de l'eau pendant des semaines, la tâche des policiers devient insurmontable. Les experts scientifiques parviendront-ils, malgré tout, à interpréter les rares indices laissés à leur disposition? La poubelle était couchée avec les roues face à la rivière à un angle d'environ 45 degrés. Les traces d'humidité sur le côté indiquaient qu'elle était restée dans la rivière un certain temps. En s'approchant un peu, on a senti une odeur très désagréable qui nous disait que quelque chose se décomposait à l'intérieur. Il y avait un trou dans la poubelle et en regardant dedans, j'ai vu un pied. Et on a immédiatement contacté la brigade criminelle. La première chose que j'ai remarquée, c'est que la poubelle avait été scellée avec 42 vis à tête hexagonale et de la colle silicone. La nature des trous dans la poubelle montrait que quelqu'un les avait volontairement faits à l'aide d'un instrument. Ce n'était pas naturel, pas comme si elle avait heurté quelque chose. J'ai retiré les vis du couvercle de la poubelle. Elles étaient toutes de même forme et de même taille. On les a comptées et placées sous scellé. On a ensuite retiré la colle, ce qui nous a permis d'ouvrir le couvercle et de dévoiler son contenu. J'ai vu un pied humain, un pied droit qui dépassait d'une couverture dans laquelle avait été enveloppé le reste du corps. On s'est tout de suite demandé quel genre de découverte macabre on allait faire. Apparemment, quelqu'un s'était donné la peine de faire beaucoup de routes pour éloigner la poubelle et la faire couler pour que personne ne la découvre. On a ratissé la zone, mais il n'y avait aucune empreinte dans le sable, aucune trace qui pouvait laisser penser que la poubelle avait été traînée jusqu'ici. On en a déduit que la poubelle avait été portée par le courant avant de s'échouer à cet endroit. Mais la distance parcourue par la poubelle sur cette rivière de 80 km reste inconnue. Et avec la tombée de la nuit, la chasse aux indices devra attendre le lendemain. Le médecin légiste nous a conseillé d'envelopper la poubelle et de la transporter telle qu'elle jusqu'à la morgue. Parce que si on attendait qu'un expert arrive sur les lieux, les preuves risquaient de disparaître. On a trouvé un corps enveloppé dans une couverture entourée d'une sorte de câble électrique pour maintenir le tout. Une fois la couverture enlevée, on a vu que la tête et les mains avaient été coupées. Le corps était momifié et dans un état de décomposition très avancé. Il s'agissait d'un homme d'une trentaine d'années, environ 30-35 ans. La cause exacte de la mort était inconnue. Il n'y avait aucune marque de couteau, aucune plaie par balle, et on n'avait plus la tête ni les mains. Les policiers sont face à une énigme. À défaut
de pouvoir analyser la dentition de la victime ou de comparer ses empreintes digitales à celles contenues dans le fichier des personnes disparues. Aucun élément ne permet de l'identifier. Une seule chose est avérée. Le cadavre est celui d'un homme âgé d'une trentaine d'années. Néanmoins, en examinant avec attention le corps putréfié, les experts découvrent un indice qui leur accorde une dernière chance. Il y avait plusieurs tatouages sur les bras de la victime, et ça a permis à la police d'avoir une nouvelle piste pour l'identifier. L'identification du corps était essentielle, et le seul moyen de l'obtenir était de lancer un appel à témoins. La police a fait appel à la population pour identifier la victime d'un meurtre dont le corps démembré a été retrouvé dans une poubelle à roulettes dans la banlieue de Sydney. L'homme, qui aurait entre 20 et 40 ans, a été décapité. Ses mains ont également été coupées. Les enquêteurs ont cependant relevé 2 tatouages, l'un représentant une rose et l'autre un fil de fer barbelé. On misait tous sur les tatouages en espérant qu'un membre de sa famille ou un ami se manifesterait. Une enquête criminelle a été ouverte à la suite de la découverte d'un corps décapité dans une poubelle échouée au bord de la rivière Colo, au nord-ouest de Sydney. C'est une famille qui l'a découverte. Elle était scellée avec des vis et de la colle silicone. Les plongeurs ont exploré la zone où la poubelle a été retrouvée, mais n'ont rien repêché qui permette d'identifier le corps. Les seules pistes de la police sont les 2 tatouages sur les bras de la victime et la date approximative de sa mort. Vu son état, le corps était resté dans l'eau pendant plusieurs mois. Quelqu'un avait sans doute dû voir la poubelle flotter à un moment ou à un autre. Alors on a enquêté auprès des campings, des skieurs nautiques, de toutes les personnes susceptibles de fréquenter cette zone, pour découvrir si quelqu'un avait vu la poubelle et quand. Si on arrivait à remonter jusqu'à la scène de crime, on pourrait peut-être identifier la victime, déterminer le jour de sa disparition et comparer ces informations avec les différents témoignages. On s'est adressé aux autorités nautiques et on a fini par retrouver un homme qui avait vu la poubelle quelques semaines plus tôt. Comme c'était dangereux pour les autres bateaux, il l'a repoussé vers la berge. L'étape suivante consistait à découvrir à quel endroit elle avait été mise à l'eau. On a donc longé la rivière à la recherche de terrains de camping en pensant que le meurtre avait pu avoir lieu sur la berge, un peu plus en amont. On a cherché tous les accès à la rivière, que ce soit les routes ou les pontons d'amarrage, dans l'espoir de découvrir des traces de pneus, des vêtements ou même l'arme du crime. Les chances de trouver des indices sont infimes. Heureusement, la médiatisation du meurtre ainsi que les tatouages vont porter leurs fruits. On a reçu pas mal d'appels de personnes ayant vu la poubelle, mais le plus important était celui d'une femme originaire de Candos dont le beau-frère avait disparu en août 1998. La date de disparition de cet homme correspond au stade de décomposition du corps. Mais plus important encore, les tatouages correspondent parfaitement à ceux de l'homme disparu. Aujourd'hui, une photo de Peter Astill a été diffusée. La police pense qu'il s'agit de la victime, mais il faudra 6 ou 7 semaines pour que les tests ADN le confirment. À ce stade de l'enquête, on pense qu'il s'agit de Peter Astill. Il a été vu pour la dernière fois le 9 août et depuis, il n'y a eu aucun mouvement sur son compte. C'est pourquoi on pense que c'est lui. Après avoir identifié Peter, on a pu étendre notre enquête jusqu'à Candos. Le corps avait été retrouvé dans une rivière à la sortie de Windsor et on l'avait identifié comme étant Peter, vivant à Candos, un village de campagne perché dans les montagnes bleues près de Moodgee. La distance séparant les 2 endroits était énorme. Peter avait l'habitude de s'asseoir sous le porche de sa maison très tôt le matin. Il prenait une tasse de café, s'asseyait au soleil et regardait les montagnes. Il appelait ça le pays de Dieu. Enfant, il était le clown de la famille. Peter s'entendait très bien avec ses frères et sœurs. Il était très proche de son grand frère parce qu'ils avaient à peu près le même âge. Il avait une vie relativement calme et se débrouillait très bien tout seul. Il avait un petit cercle d'amis, mais c'était de très bons amis. Peter a été vu pour la dernière fois le 9 août.
Son frère et son neveu étaient avec lui, et sa mère l'a appelé pour lui dire qu'elle viendrait l'aider à aménager sa maison le lendemain. Le 10 août, Meryl s'est donc rendue chez lui. Elle a frappé à la porte, mais Peter n'était pas là. Je lui avais fait des rideaux et on devait les accrocher ensemble, mais il n'était pas là. Et il y avait une atmosphère lugubre dans la maison. J'ai regardé un peu partout. Il avait placé un matelas sur le sol du salon, juste à côté de la cheminée. Il recherchait la chaleur parce qu'il n'avait pas encore le chauffage. Mais j'ai vu que la cheminée était froide. Elle n'avait pas été allumée la veille. Quand j'ai vu ça, ajouté au fait que personne n'avait dormi dans le lit, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Et c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter pour Peter. Quand je suis ressortie de chez lui ce matin-là, j'ai demandé à son voisin, qui était aussi un ami de Peter, s'il savait où il était. Il m'a répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il reviendrait avant demain parce qu'il devait l'aider à poser sa clôture. Au début, on ne pensait pas à un crime. On pensait que Peter était parti se promener dans la nature, peut-être camper. On s'était dit qu'il avait quitté la région pour une courte durée, mais qu'il n'avait pas prévenu sa famille. Qu'est-ce qui peut justifier un acte aussi violent? Comment peut-on décapiter quelqu'un, le mettre dans une poubelle et transporter son corps à des centaines de kilomètres de là pour le jeter dans un coin perdu? Pourquoi avait-il été tué? C'était un vrai dilemme pour nous. Après être parvenus à identifier le corps sans tête, les enquêteurs espèrent que l'intérieur de sa maison leur fournira des indices pour comprendre les circonstances atroces de son assassinat. Mais une mauvaise surprise les attend. Le pavillon de Peter Astill a entièrement brûlé 4 jours avant que son corps ne soit retrouvé dans la rivière. S'agit-il d'une incroyable coïncidence où le meurtrier a-t-il pris la précaution d'effacer les preuves pour égarer les policiers? La maison de Peter Astill était en fibrociment. C'était un logement social. L'intérieur de la maison était vide, il n'y avait aucun meuble. Les murs du salon et de la salle à manger tenaient encore debout, mais ils avaient été ravagés par le feu. De l'autre côté de la maison, il y avait les chambres. Les murs avaient brûlé, le toit s'était effondré. Il ne restait plus que la charpente. L'hypothèse du court-circuit électrique était éliminée d'office parce que l'électricité avait été coupée et les fusibles retirés. On avait utilisé un accélérant. Il y avait de l'essence dans l'herbe et d'autres éléments qui permettaient de conclure à un incendie criminel. Si le meurtre avait eu lieu dans la maison et que quelqu'un avait voulu détruire les preuves, il ne l'aurait pas fait aussi longtemps après. Pourquoi attendre 3 mois pour détruire des preuves? L'enquête sur le meurtre de Peter Astill engendre plus de questions qu'elle ne fournit de réponses. On avait rassemblé certaines pièces du puzzle, mais il nous manquait encore des morceaux. Mais la poubelle va leur fournir une pièce supplémentaire. Les enquêteurs savent que Peter Astill a été la victime d'un horrible meurtre. Ils savent également qu'ils ont 4 mois de retard dans leur enquête. Et pour ajouter à leur frustration, la maison de la victime a été dévorée par les flammes. La poubelle est le seul indice qui leur reste. Sur la poubelle, il y avait les lettres GLCC, ce qui signifie Greater Lithgow City Council. Mais on n'avait qu'un numéro 2 et il y avait probablement beaucoup de numéros 2 dans la région. Au moins on savait à peu près d'où venait la poubelle. On était aussi impatients de découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, peut-être d'autres indices dont l'arme du crime. On a retrouvé 2 couteaux rouillés et un tube de colle. On a aussi